Bonjour, il y a du son, c'est bon. Bonjour, l'installation est un peu longue, nous sommes nombreux. Voilà, c'est fait. Voilà, nous ouvrons la 10e leçon de cinéma du festival avec Jean-Stéphane Bron et Eva Markovits. Avant de les présenter, quelques mots sur l'organisation de la journée, puisque comme on est nombreux, il faut être très très clair. Donc nous commençons normalement à 9h30 avec un peu de retard. Nous terminons précisément à 12h30 ce matin. Nous reprendrons à 14h et donc nous finirons quelques minutes avant 17h. Donc je vous demande de respecter strictement ces horaires pour que nous puissions ne pas déranger le déroulement des choses. Voilà, donc ce matin, une petite introduction par nos deux invités, puis un film en copie 35 mm. Ce matin, Cleveland contre Wall Street, c'est annoncé dans le programme, vous l'avez vu. C'est une projection 35 mm, alors les bobines doivent être changées en cours de route. Ne vous inquiétez pas, il y aura une coupure de 2 minutes environ, un noir, pour qu'il puisse y avoir le changement de bobine en cours de route. Ensuite, nos invités reviendront et il y aura une grande discussion sur Cleveland, auquel vous pourrez participer à la fin les places aux questions sera laissée. Ensuite, nous reprendrons à 14h, bien pile, s'il vous plaît. Et il y aura toute une après-midi d'échange avec des extraits de films tout le temps auxquels vous pourrez assister. Donc voilà. Donc s'il vous plaît, beaucoup de rigueur sur l'installation et les horaires. Pas de portable, absolument proscrit. Et donc on essaye de se respecter tous parce que dans une salle comme ça, c'est vrai que le moindre mouvement peut perturber tout le monde. Voilà. Donc nous recevons Jean-Stéphane Bron avec grand plaisir. Nous avons passé son premier film en 1998. Ça s'appelait Connu de nos services et c'était un film très savoureux sur l'ouverture des archives des renseignements généraux en Suisse et surtout les archives autour de mai 68. Donc il y avait beaucoup de choses extrêmement intéressantes dans ce film. Donc nous connaissons depuis relativement longtemps son travail, mais c'est la première fois qu'il vient avec nous. Et ça tombe bien, c'est pour une très longue journée. Donc tant qu'à faire, autant venir pour quelque chose de suffisant. Voilà. Ensuite, Eva Markovits nous rejoint pour la première fois cette année pour l'animation de cette leçon. Après Arnoé pendant quelques années. Donc Eva a été programmatrice dans plusieurs festivals et aussi écrit régulièrement des critiques pour la revue en ligne Criticat. Donc voilà, ce sont donc tous les deux qui vont conduire cette journée et que je remercie vivement d'avoir bien voulu venir avec nous. Et je leur laisse la parole. Voilà. Merci beaucoup Annie. Merci au Festival Traces de Vie, merci à Jean-Stéphane. Moi, je vais juste vous dire quelques mots sur la journée qu'on va passer ensemble, et peut-être 2-3 mots sur Jean-Stéphane. Je me permets de parler de toi à la troisième personne. Juste pour vous dire que Jean-Stéphane est un cinéaste qui a réalisé principalement du documentaire, donc depuis 1997. Il a fait une incursion dans la fiction en 2006 avec Mon frère se marie. Mais voilà, c'est vraiment autour du documentaire aujourd'hui qu'on va discuter, mais avec l'idée de qu'est-ce que la mise en scène dans le documentaire. Vous avez peut-être vu hier soir l'Opéra, qui est son dernier film en date, qui date de 2017. Là, vous allez voir Cleveland contre Wall Street, qui date de 2010, et ce soir, L'expérience Blocher, qui date de 2013. C'est des films très, très différents, avec des approches très différentes, des personnages, des lieux, des ambiances très différentes. Mais ce qui les unit peut-être, c'est cette idée de la mise en scène. Et donc voilà, on va essayer un peu de questionner ça aujourd'hui, cette question de la mise en scène dans le documentaire, la frontière ténue entre documentaire et fiction. Et donc, peut-être avant de te laisser la parole, juste dire que donc, Cleveland contre Wall Street, c'est ton 7e film, qui est un film assez inclassable, qui tirerait du côté du documentaire, mais avec des éléments de fiction. Donc on en parlera plus tard, juste après le film. C'est un film qui a été sélectionné à la quinzaine des réalisateurs dans plusieurs festivals, nominé au César du meilleur documentaire. Un film qui a fait beaucoup parler de lui à sa sortie. Peut-être que tu peux nous en dire quelques mots avant qu'on lance la projection. Bon, d'abord, merci à tous d'être là. C'est très impressionnant d'être dans une salle si pleine. Donc, d'abord, bonjour. Et encore une fois, merci pour cette invitation. On va passer une journée ensemble. J'espère qu'on va s'amuser, apprendre des choses. Et tout ça restera vivant pour vous. J'ai passé ma vie de documentariste à poser des questions
pour pas dire bête, mais assez simple. Et c'est souvent comme ça qu'on obtient les meilleures réponses. Donc j'espère qu'il y aura plein de questions. Sentez-vous libre d'intervenir. Parfois, je vous interpellerai aussi. Et voilà, donc je me réjouis de cette journée. Et puis, il y aura effectivement des extraits cet après-midi. Ce sera l'occasion d'en discuter. Et aussi, pour moi, c'est l'occasion d'un échange. Voilà, apprenez-moi aussi des choses par votre regard, les questions que vous aurez. Ça va aussi me renseigner sur plein de choses, peut-être que j'ignore aussi sur les films. C'est toujours une manière de les revoir dans les yeux de quelqu'un. C'est toujours intéressant. Sur Cleveland contre Wall Street, d'abord, est-ce que vous savez où c'est Cleveland? Cleveland, vous avez une petite idée d'où c'est Cleveland? Est-ce que vous connaissez Eminem? Certains d'entre vous doivent connaître Eminem. Bon, Eminem, il vient... Cleveland, c'est une petite ville à peu près 1h30 d'avion de New York, 2 heures d'avion de New York, qui se situe sur ce qu'on appelle la Rust Belt. Si vous avez fait un peu d'anglais, Rust, c'est la rouille. Belt, c'est la ceinture. Et c'est une série de villes qui ont toutes contribué à leur manière à produire les voitures américaines. Elles sont dessinées et vendues à Chicago. L'acier provient de Cleveland. Tout ce qui est l'intérieur des voitures, ça se fait à Akron, qui est à peu près à 40 km. Et à Detroit, la ville d'Eminem, il y a toutes les grandes chaînes d'assemblage de ces voitures. Et en fait, c'est donc des villes ouvrières où les gens étaient majoritairement tournés, embauchés autour de l'industrie automobile qui représente des milliers d'emplois. Et donc Cleveland, c'est une ville connue pour ça, donc qui fait partie de cette ceinture de rouille parce que voilà, on y faisait de l'acier, donc il y avait cette idée que toutes ces villes étaient un peu rouillées à cause de, et aussi parce qu'elles sont construites avec des maisons, certaines avec des maisons en briques rouges. Donc voilà, c'était l'origine de ça. Donc Cleveland, c'est cette petite ville. Et Wall Street, vous avez une idée où c'est? Wall Street? C'est où? À New York. Mais concrètement, c'est quoi Wall Street? C'est la bourse, mais concrètement, c'est une rue. C'est une rue pas très longue. Et c'est pas là où se trouve la bourse, mais c'est là où se trouvent la plupart des grandes banques américaines qui ont leur siège sur Wall Street. Et par extension, c'est devenu le quartier des banques. Mais en fait, en vrai, c'est une petite rue qui fait quelques centaines de mètres de long, qui n'est pas très longue. Donc Cleveland contre Wall Street, vous allez voir qu'il y a un rapport entre ces deux lieux, qui est un rapport qui passe par quelque chose qui est un peu immatériel, puisque c'est des relations économiques et financières. Et Cleveland contre Wall Street, ça vous dit aussi qu'est-ce que c'est. Vous avez sans doute vu des films de procès. Ça vous dit que ça va se passer, par le titre, ça va se passer dans un tribunal. Et je vous en dis pas plus. Je serai là tout à l'heure pour répondre à toutes vos questions. Et à tout à l'heure, donc. Merci beaucoup. Depuis quelques années, la ville de Cleveland connaît un phénomène sans précédent. 20 000 familles, près de 100 000 personnes, ont été expulsées de leur maison. Voilà, alors on va discuter un peu du film. Donc je vais lancer quelques questions et puis il y aura un temps de parole pour vous. Un micro circulera, je pense, dans la salle pour que vous puissiez poser vos questions à Jean-Stéphane. Alors peut-être quand même la première question, c'est qu'est-ce qui t'a poussé à quitter le territoire suisse, puisque jusqu'à présent tes premiers films se passaient en Suisse, et qu'est-ce qui t'a poussé à quitter le territoire suisse pour t'intéresser à cette histoire pas très particulière aux États-Unis et en même temps qui a une portée aussi un peu mondiale. Et je sais que tu as passé du temps à faire des recherches sur ce film. Voilà, en quoi ont consisté toutes ces années de recherche, etc. Non, c'est quand même la Suisse qui m'a amené à Cleveland pour une raison très simple, très bête. C'est qu'en fait, dans les banques qui étaient, dans les 21 banques qui étaient mises en cause par la ville de Cleveland, il y avait des banques suisses, il y avait 3 banques suisses. Donc ça, c'était ça le point de départ. En fait, je me dis, mais comment en fait, cette ville que je ne connais pas, quelle peut être la relation avec des banques suisses? Il y avait quelque chose qui me paraissait, voilà, c'est ça qui m'a intrigué au départ. En fait, le vrai point de départ avant ça, c'est vrai que je venais de terminer un film sur le Parlement en Suisse, où l'idée c'était un peu de dire qu'est-ce qui se passe derrière quelles sont les forces à l'œuvre derrière une décision démocratique.
Et c'est un film aussi qui montre le travail des lobbies et comment, en fait, derrière la politique, il y a des forces économiques qui agissent. Là, en l'occurrence, c'était dans l'ombre. Et la question que je me posais, c'était de dire comment ces forces économiques prennent le pas aujourd'hui sur les forces politiques. Et donc, j'avais envie de faire un film sur les... Enfin, c'était très flou dans ma tête, mais au point de départ, c'était de dire je vais faire un film sur des banques. Donc, je suis allé voir plein de banquiers suisses qui m'ont reçu très poliment. Et je leur disais, voilà, est-ce que c'est possible de faire un film chez vous? J'avais un peu le... Je me disais... je me disais un peu naïvement qu'on allait, voilà, qu'il y aurait une possibilité de faire un film dans des banques ensuite. Au bout de quelques mois, j'ai compris que ça n'allait pas être possible. Et donc, j'ai commencé à imaginer tout un film sur l'économie mondiale. Enfin, il y avait tout un... Voilà, ça m'a pris plusieurs années. Donc, j'étais à New York, j'étais à la Bourse, j'étais voir plein de trouver en fait un lieu où s'incarnent ces forces très abstraites. Donc, le jour où j'ai lu que la ville de Cleveland, c'était un tout petit article dans le journal Le Monde, avait déposé une plainte contre ces banques de Wall Street, j'ai tout de suite été voir Josh Cohen et voilà, l'histoire a commencé comme ça. Et alors, donc, c'est quand même un dispositif extrêmement particulier, puisque donc c'est un procès fictif qui est possible grâce au cinéma. Alors, tout simplement, comment est-ce que tu as réussi à mettre en place tout ça? Ça n'a pas dû être facile de réussir peut-être à convaincre tous ces gens de participer. Explique-nous un peu comment tu as mis en place ce film. Bon, au départ, j'étais parti pour filmer le vrai procès. Donc, je suis arrivé à Cleveland. Josh, c'est quelqu'un de très... Donc, c'est l'avocat des banques, de la ville, Josh Cohen. Et c'est quelqu'un de très enthousiaste, très optimiste, et qui m'a dit, voilà, ça va commencer bientôt. Il était seul, quasiment seul avocat contre 150 avocats qui avaient été donc engagés par les banques en face à lui, qui donc multipliaient les recours. Enfin, il y avait toute une sorte d'armada d'avocats qui avaient leur journée entière, qui étaient grassement payés pour faire que ce procès n'ait pas lieu. Mais enfin, ils ne désespéraient pas. Et donc, j'ai passé un premier mois, puis un deuxième, puis un troisième mois à attendre que le procès commence. Et au bout d'un moment, j'ai réalisé qu'en fait, Josh était très optimiste et que ça allait prendre beaucoup, beaucoup de temps. Et donc, ce temps-là, je l'ai passé en fait à rencontrer des gens à Cleveland, à rencontrer Barbara, à rencontrer en fait presque tous les gens qui se sont retrouvés finalement dans le film. C'est des gens que j'ai commencé à rencontrer parce que je me suis dit, il faut quand même que je fasse quelque chose, il faut que en attendant que ce procès ait lieu, il aura lieu et tout ça. Donc j'ai commencé à faire un film un peu à la périphérie de ce procès en me disant, il faut que j'ai d'autres personnages. C'est comme ça que j'ai rencontré Coach Fred. Donc c'est un des personnages qui est dans le jury, donc qui est un ancien champion de boxe, un ancien poids lourd. Enfin, presque tous ces personnages, je les ai rencontrés en fait en attendant que le procès ait lieu. On a tourné même l'élection d'Obama. Enfin bon, bref, on a fait plein de trucs. Et je me souviens, c'était le 31 décembre 2008. Et j'ai appelé mon producteur en disant, écoute, je crois que ce procès n'aurait jamais lieu. Et j'étais désespéré, on avait déjà dépensé beaucoup trop d'argent. Et dans cette nuit du 31 décembre, il m'a dit, mais écoute, il faut trouver une idée. Et je l'ai rappelé le lendemain, le 1er janvier, j'ai dit, écoute, il faut qu'on mette en scène ce procès. Et mais c'était vraiment par désespoir, en fait. L'idée, elle arrivait parce que j'avais plus d'autre choix, en fait. J'avais pas d'autre... on avait déjà financé le film en disant, voilà, on va filmer un procès à Cleveland et tout ça, etc. Bon. Donc après, il y a eu 6 mois pour, en fait, 6 mois pour se dire, en fait, comment mettre en scène ce procès, qui seraient les témoins, qui seraient... Voilà. Donc les 6 mois suivants ont été vraiment d'essayer de faire cette chaîne de témoins, de construire le film autour de cette chaîne de témoins en partant avec l'idée vraiment de dire on part avec ce policier que j'avais aussi rencontré dans mes recherches, ensuite une famille, une deuxième famille, puis un broker, donc comme une sorte de chaîne alimentaire, quoi, hein, du petit poisson jusque... voilà. En fait, c'est très beau sur comment la contrainte t'a poussé à avoir cette idée pure de cinéma, en fait. Bah c'est ça, en fait. Aujourd'hui, je pourrais fanfaronner en disant j'ai toujours eu cette idée, machin, etc. Non, mais c'est vraiment par désespoir à minuit le 31 décembre
que l'idée est apparue, quoi. Ouais, bien sûr. Ouais. Et alors finalement, comment tu as porté ton choix sur ces personnages? On peut parler de personnages, je pense. Comment ça s'est finalement... comment tu as décidé de filmer telle et telle personne? Le jury, comment est-ce qu'il s'est constitué? Bon, sur l'axe, enfin, la colonne vertébrale du film, c'est vraiment le témoignage. Donc, c'est vraiment d'essayer de... parce que on le sait tous, un procès, que ce soit un procès, un divorce, un conflit de voisinage pour une histoire de barrière, enfin, n'importe quel procès, c'est toujours un moyen de raconter une histoire. En fait, chacun va venir avec sa version des faits, donc on va amener des témoins, on va amener des preuves dans le cas d'un meurtre, on va amener... enfin, c'est une manière de remettre en récit quelque chose qui s'est passé. Donc déjà là, il y a quelque chose, c'est pour ça qu'il y a tant de films de procès, c'est que c'est déjà, par la nature même du procès, c'est une manière de mettre en récit quelque chose. Donc de faire apparaître par la parole, par le témoignage, etc., de faire apparaître une histoire qui s'est déroulée, un hors-champ, c'est ça. Donc là, en l'occurrence, il y avait une situation. Donc l'idée, elle était un peu de dire, il y a eu un crime. Enfin, on a pris l'analogie du crime, de dire il y a eu un crime à Cleveland, mais enfin bon, qui est responsable de ce crime? On a des preuves, il y a des familles qui ont quitté cette ville, beaucoup de familles. Comment ça s'est passé en fait? Donc qu'est-ce qui s'est passé? Donc il fallait déjà poser un peu cette question et puis après remonter une sorte de chaîne de responsabilité qui allait jusqu'à la politique avec ce dernier témoin. Et bon voilà, après il y avait des témoins qui étaient compliqués à faire venir. Donc Michael Osinski, donc celui qui a inventé ce logiciel, là, c'était compliqué de le faire venir, mais enfin c'était quelqu'un, à partir du moment où j'ai réussi à le convaincre. Bon, je savais qu'il viendrait, j'étais plus ou moins sûr qu'il viendrait, mais le point qui était pour moi essentiel, c'était que quand on est dans les interrogatoires, donc qu'on pourrait appeler des interviews, hein, c'est vraiment comme quelqu'un qui fait un interview avec quelqu'un qui lui pose des questions. Bon, alors, votre maison, alors quand est-ce que vous l'avez achetée, etc. Il fallait qu'il y ait un ancrage dans le temps présent. Quand Josh Cohen pose la question au père de famille, quand est-ce que vous allez quitter votre maison? C'est dans 2 semaines. Il fallait que cette réponse-là, il ne fallait pas que la personne en face l'invente. Il ne fallait pas dire c'était il y a 2 semaines ou ce sera dans 3 ans. Il fallait qu'il y ait un sens en fait du temps présent dans le film. Et ça, pour l'obtenir, c'était très compliqué de trouver des familles d'abord qui étaient prêtes à venir témoigner dans cette salle de tribunal, parce que pour beaucoup de gens, il y avait quelque chose de honteux de perdre sa famille. Donc les gens, souvent, Barbara m'expliquait que dans son quartier, par exemple, dans sa rue, il y avait des voisins qu'elle connaissait depuis des années, qui étaient là, qui étaient des amis, des proches. Enfin, il y a toute une communauté autour de sa rue aux États-Unis qui est vraiment, voilà, on s'entraide, on partage des choses, etc. Et tout à coup, il y avait des gens qui étaient plus là et qui étaient partis la nuit parce qu'on avait honte de perdre sa maison, d'être pris dans ses prêts, etc. Donc souvent, elle me disait, ma rue se vidait sans que les gens m'avertissent. Donc de venir témoigner publiquement, de se faire filmer dans un procès qui était un procès pour de faux, mais qui avait une vérité pour tous les gens qui... c'était pas simple. Donc sur les familles, il a fallu, alors que toute l'équipe était là, que je jouais vraiment un peu ma pause du coup, parce qu'il y avait très peu de jours. C'était 4 ans de recherche, 6 mois d'attente et 6 mois pour trouver tout le monde. Mais tout à coup, le film, je l'ai fait presque en 10 jours, quoi. Donc si un témoin venait pas, il y avait presque 100 personnes qui attendaient dans la salle de tribunal, entre les membres du jury, l'équipe technique, enfin voilà. Donc j'étais quand même toujours très inquiet chaque jour en me disant est-ce qu'ils sont venus, est-ce qu'ils sont... Et puis voilà, bon. Et alors, ce qui est beau dans le film aussi, c'est peut-être l'idée de catharsis pour tous ces gens qui viennent témoigner. J'ai juste une toute petite citation qui est issue du dossier de presse du film, où tu dis « J'ai abordé un peu cela à la manière de ce qui s'est passé en Afrique du Sud dans le cadre du processus vérité et réconciliation. La parole explique, renseigne et devient catharsis. Ce qui m'intéresse, c'est le mouvement de dévoilement progressif. » Tu peux un peu nous expliquer ça? Bon là, encore une fois, c'était la même chose, c'était de dire au fond, on pourrait
il y a une sorte de scène de crime, quoi, cette ville. Donc, il faut qu'on renseigne aussi le public. Donc, et d'une certaine manière, le jury, en fait, on vous met, le film vous met à la place du jury, de devoir décider, au fond, qui est coupable. Donc, petit à petit, la différence avec un film de procès où il y a un crime, en général, tous les faits sont établis, et puis maintenant, il va y avoir une confrontation entre victimes et accusés sur des retournements de situation. Finalement, non, c'était pas là, enfin bon, etc. Là, on est plus dans une enquête, en fait. On est plus, petit à petit, on a des informations qui nous arrivent, et petit à petit, finalement, on reconstitue les événements, ce qui s'est passé, ce qui a pu se passer, comment ça s'est passé, quel était le mécanisme, en fait, ou la logique du crime, on va dire. Donc, ça m'a intéressé de le faire par un certain nombre de témoignages, petit à petit, progressivement. Et c'est vrai que pour Barbara, par exemple, pour répondre vraiment à ta question, c'est qu'au début, c'était assez compliqué d'avoir des gens dans le fond. Il y a du public qui est là. Hein. Donc, les premiers jours, on avait peut-être 10 personnes. On avait dit à Barbara, écoute, viens un peu avec tes voisins, essayer d'amener un peu de monde et tout ça. Et en fait, petit à petit, ce faux procès est devenu pour plein de gens, parce que ça s'est passé, le mot s'est passé un peu dans les quartiers, tout ça. Et finalement, on avait des fois 50, 60 personnes qui venaient, non pas parce qu'ils allaient être filmés, mais parce qu'ils allaient être renseignés sur des choses qu'ils avaient mis du temps, en fait, eux-mêmes à comprendre. Tony Brancatelli, le maire de la ville, c'est le monsieur qui a la petite barbe, il a mis des années à comprendre qu'est-ce qui se passait en fait, pourquoi est-ce que les gens partaient, qu'est-ce que c'était ces prêts, qui c'est qui a amené ces prêts, comment c'était possible. Il a fait il m'a montré des milliers de pages Excel qu'il avait fait tout seul en essayant de comprendre le mécanisme et comment ça avait été possible. Donc pour plein de gens, tout à coup, ce procès était très vrai. Il y avait un vrai. Donc, quand Barbara, elle dit au début du film, je vais essayer de comprendre ce qui s'est passé, qu'est-ce qui s'est passé chez moi. En fait, il y a une quête de vérité qui était très réelle, qui n'était pas du tout feinte, qui n'était pas j'ai tout compris, donc on va le faire pour de faux. Vraiment, le procès dévoilait chaque jour, et il y avait des fois sur des phrases ou sur des réactions, des choses qui étaient dites par certains témoins, il y avait vraiment des réactions dans la salle, des ouh, ah, des silences, etc. Et le film a une vertu presque pédagogique à ce niveau-là. Enfin, moi, je sais que j'ai l'impression d'avoir vraiment un peu plus compris cette crise des subprimes grâce au film. Est-ce que c'était quelque chose qui était conscient ou c'était pas? Non, c'est vertueux, effectivement, à ce qu'il y ait comme dans un procès, qu'il y ait quelque chose qui dévoile c'est pas la vérité, mais enfin, il y a quand même une recherche de vérité. Dans un procès, c'est toujours ça. On cherche à établir quelque chose, il y a un rapport à la vérité. Et après, effectivement, il y a un jury. Donc, l'idée, c'était de maintenir jusqu'au bout le suspense pour eux. Donc, on a essayé vraiment qu'ils respectent les règles d'un jury, c'est-à-dire ils n'aient pas le droit de se parler entre eux, ils n'aient pas le droit de discuter, pas le droit d'intervenir, évidemment. Et jusqu'au bout, j'avais une petite idée quand même de ce qui allait se passer, parce que je connaissais un peu les avis de chacun, leurs opinions politiques, etc. Donc je savais que ça allait pas être que ça allait être tendu, quoi, que ça allait être compliqué jusqu'au bout, que c'était pas évident que Josh gagne. Et ça m'a d'ailleurs à tel point que il y a cette jeune fille noire qui intervient, qui est brillante, intelligente et qui se fait l'avocate de la ville et qui dit à la dame, mais tu sais, aujourd'hui, avoir 2 boulots, comme toi tu as fait, j'en ai même plus un boulot, donc comment est-ce que tu veux que, etc. Et donc, quand elle a appris le verdict, quand ils ont compté les voix, et elle s'est levée, elle m'a littéralement empoigné par le col, collé contre le mur en me disant, tel réalisateur du film, tu vas changer ça tout de suite, il faut que la ville gagne, c'est impossible qu'on laisse ça comme ça, tu vois, donc on va refaire le truc et tu vas convaincre elle qu'elle change son... Donc c'était pour dire à quel point pour eux tout ça était pas du tout, c'était pas un théâtre, quoi. Il y avait des enjeux profonds où chacun venait dire sa vérité, voilà.
Et alors évidemment, ce qui est très intéressant dans le film, c'est les éléments à la fois de documentaire et les éléments un peu plus qui tirent vers la fiction, avec donc ce mélange, l'idée que voilà, on filme des personnes qui racontent leur vraie histoire, le fait et tu le dis dès le début dans le carton, que tu savais pas du tout ce qui allait se dire, donc il y a quand même pour toi une absence de contrôle, c'est-à-dire que tu accueilles l'imprévu un peu quand même aussi, de la parole en tout cas, de ce qui s'y dit. Et puis en même temps, un dispositif qui est proche de la fiction, on en parlera peut-être plus à fond cet après-midi pendant la leçon de cinéma, mais presque une grammaire cinématographique du film de procès, les gros plans, les jeux de regard, les zooms, voilà, tout ça, et puis l'idée aussi qu'on a vraiment véritablement des personnages comme dans un film de fiction. Donc c'est un peu cette idée qu'on va travailler toute cette journée sur cette frontière qui est très ténue. Est-ce que tu peux un peu nous en parler, comment tu as construit tout ça en fait ? Moi, je pense que là, ce qui est très clair, vous avez vu, il y a une sorte de prologue dans le film. En fait, il y a une manière de dévoiler les règles de ce... Vous allez rentrer dans un théâtre, en fait, on vous dit, voilà, le procès n'a pas eu lieu, on va le refaire. Et maintenant, c'est quel contrat, en fait, je pense que c'est toujours la question du contrat qu'on entretient avec les images documentaires. Quel est le rapport qu'on a avec elles. Donc, pendant longtemps, j'avais pas fait ce prologue. Je ne donnais pas les clés de comment, du pourquoi, que j'avais attendu, que finalement le procès, parce que ça m'intéressait justement de confronter le public au film comme ça. Et en fait, ça marchait très bien. J'ai fait des projections avec des amis, avec des gens qui venaient regarder le film, trouvaient très bien, jusqu'au moment où il y a Kiss, c'est le courtier avec ses dreadlocks, qui vient témoigner. Et là, les gens disaient, OK, d'accord, bon, tout ça, jusque-là, j'y crois. Mais lui, c'est clair que c'est un acteur que tu as engagé. C'est impossible. Le mec qui était dealer et qui devient dealer de subprime, mais personne ne pouvait y croire. Donc les gens disaient, bon, celui-là, c'est un personnage inventé. Et donc commençaient à sortir du film parce que le contrat, tout à coup, était rompu en disant, mais c'est impossible que ce soit vrai. Jusque-là, j'y ai cru. Et donc en fait, j'ai vite pris conscience qu'il fallait qu'on dévoile les clés en disant tout, en dévoilant en fait le processus, pour que justement on puisse croire à ce théâtre et croire à la vérité de ce qui se jouait sur scène. Et qu'on dise, à partir du moment où vous êtes rentré avec Barbara, en fait, vous avez fait le pas entre la réalité, on va dire, du quartier, de ce procès. Il y a vraiment un avocat, vraiment la ville, vraiment des banques, etc. etc. Il faut qu'on puisse rentrer dans ce théâtre, qui est un théâtre où tout ce qui se joue sur scène est vrai. Et je pense que c'est pas quand vous avez... En théâtre aujourd'hui aussi, il y a beaucoup il y a ce qu'on appelle toute une tendance aujourd'hui, mais c'est pas que dans le cinéma. Il y a en littérature, au théâtre, la photographie aujourd'hui, il y a beaucoup cette idée, au fond, qu'il y a une mise en scène, qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre de la mise en scène, mais qu'à partir du moment où les gens sont sur scène, quelque chose se joue qui est vrai. Voilà, il y a tout un théâtre, un courant du théâtre documentaire où les gens viennent témoigner. Il y a une question du témoignage, mais ce témoignage, il est dit par des vraies personnes qui viennent dire leur vérité, qui viennent dire ce qu'ils ont. Ou alors c'est dit par des acteurs, mais c'est basé sur des témoignages, où il y a tout un courant de la littérature aujourd'hui qui est où on part du document, on part de la vérité, on part du témoin, de ce qui s'est passé, mais qu'on va réinvestiguer par la littérature. Et c'est un peu ce qui s'est passé là, c'est-à-dire de dire, au fond, à partir de maintenant, on est assez confortable, on sait que ce qui se joue, effectivement, se joue entre les protagonistes, et qu'il n'y a pas quelqu'un qui est venu dire, bah, toi, tu vas dire ça, toi, il faut que tu penses ça. Voilà. Et ça amène à la question, en fait, de la différence entre la documentaire et la fiction. Et on en parlera peut-être un peu cet après-midi, mais qui est la seule vraie différence, c'est la question de l'acteur. C'est la seule chose qui les distingue réellement la fiction du documentaire. Alors, du coup, pour rentrer un peu plus, comment vous avez filmé, combien de caméras ? Parce que ce qui est impressionnant, c'est qu'on a parfois vraiment l'impression d'être dans un film de procès hollywoodien, quoi.
Donc avec les regards entre les deux avocats qui se toisent un peu parfois, des choses comme ça. Comment vous avez concrètement fait ? Bon, vraiment concrètement, donc vraiment ce qui était le cœur du film, c'est le témoignage. Donc c'est vraiment comment faire dire progressivement les choses aux gens qui étaient devant la caméra. Donc c'est tous ces témoins, y compris le petit garçon, que j'ai tout de suite repéré quand j'avais été voir la famille, qui était prêt à témoigner, qui était une histoire compliquée parce qu'il avait acheté 2 maisons, parce que c'était pas si simple, parce qu'il avait aussi voulu un peu gagner d'argent, parce que etc etc. Donc il y avait une situation compliquée pour Josh parce que c'était pas un cas très simple, c'était pas un cas très évident. C'était quelqu'un aussi qui s'était dit tiens, est-ce que je pourrais pas moi aussi un peu avec ce jeu, ça semble tout le monde semble gagner un peu d'argent en rachetant des maisons, en les louant, etc. Qui s'était fait un peu prendre à ce. Et donc j'avais tout de suite repéré le fils qui était comme ça, qui avait un truc d'un personnage des films de Gus Van Sant, quoi, qui était vraiment une sorte de avec une tête incroyable, un regard incroyable, et je m'étais dit comment est-ce qu'on peut l'intégrer dans le. Et en fait, c'est lui qui j'avais passé 2 heures avec son père et la famille, etc., qui était venu, qui m'avait dit mais est-ce que moi je pourrais poser une question à l'avocat? Et je lui avais dit mais super, mais bien sûr, donc tu viendras aussi témoigner. Et j'avais dit au juge, il y aura une surprise, il faudra faire venir aussi le fils, ce qui n'est pas du tout possible dans un vrai procès. Et je ne savais pas du tout ce qu'il allait demander. En fait, je lui avais dit jusqu'au bout, Josh ne savait pas du tout ce qu'il allait lui poser comme question. Et donc, je n'avais pas dit non plus à l'équipe. Donc, il y avait un truc un peu que je voulais amener un peu un élément de surprise dans ce truc où c'était vraiment un témoin après l'autre, où ça a été très préparé, on savait, etc. Donc, c'était tourné à 2 caméras. Il y avait une caméra qui était sur le témoin et une caméra sur celui qui pose la question. Et en fait, chaque personnage cache et on est caché derrière. En fait, d'ailleurs des fois on voit un peu, si vous regardez attentivement, en fait, on voit souvent la caméra, on voit même souvent l'opérateur, etc. Mais on est tellement pris par le. En fait, l'idée c'était d'être le plus possible dans le regard des gens, hein, parce qu'on sait très bien qu'on est d'abord attiré par les yeux. Donc, plus on est proche du regard des gens, plus en fait on est attentif, on est captif de ce que les gens disent, etc. Donc il y a 2 caméras qui se font face et c'était filmé en direct. On n'a pas fait d'abord les questions, puis les réponses. Évidemment, tout ça était en même temps. Et donc on avait les caméras qui étaient sur des petits rails de travelling. Donc quand on était sur Hop, l'autre se cachait derrière, et Hop, quand il y avait les réponses, il y avait tout un jeu comme ça, on passait il y a les plans du public aussi, les plans de réaction. Les plans de réaction, jury, ça on a fait beaucoup. Après, on a tout ce qui est autour de ça c'était beaucoup fait après, où on a dit voilà, maintenant on fait des plans sur vous. Donc on avait des bouts d'entretien qui étaient un peu plus longs, je sais que je n'utiliserai pas. Donc là, on était sur le public. Après, il y avait des plans sur le juge, mais au fond, tout ça, ça s'est fait après. Le cœur du truc, c'était vraiment l'entretien, l'interview, le deuxième interview. Donc, c'était ça vraiment qu'il fallait réussir, quoi. Et puis après, on sort aussi en fait un peu du huis clos du tribunal, puisque tu as à la fois les témoignages un peu à chaud en dehors de la salle de certains des intervenants, de certains des témoins. Et puis tu vas aussi même filmer chez un certain nombre de gens. Ça, c'était vraiment, tu tenais à ce qu'on s'extirpe aussi un peu de ce lieu. Mais là aussi, c'était vraiment pour essayer on sait que presque dans la grammaire du procès, on va dire, même à la télévision, en général, s'il y a un procès ou s'il y a eu une affaire, on n'a pas les images de l'intérieur de la salle. Ce qu'on a, c'est les journalistes judiciaires ou un témoin ou un avocat qui sort et qui dit aujourd'hui, il y a eu ça, je suis très heureux parce que X a été condamné à perpétuité, donc voilà. Ou au contraire, voilà, aujourd'hui, il y a ce qui s'est passé dans le procès, on a eu tel témoin, on a eu tel. Donc, cette image de la coulisse du procès, c'est ce qu'on connaît. C'est l'image à laquelle on est habitué. Et souvent, en Europe, en tout cas, les procès ne sont pas filmés, donc c'est la seule chose qu'on a. Et je me suis dit, pour qu'on puisse croire à ce qui se passe à l'intérieur, il faut qu'on ait aussi une sorte de débriefing, les sentiments un petit peu des uns et des autres.
en l'occurrence Josh, Keith, donc l'avocat des banques, et Barbara, ou des fois le témoin aussi. Est-ce qu'il a le sentiment qu'il y a le policier qui vient dire j'espère que ce que j'ai dit c'était bien, ou en fait, qui était une manière de rendre crédible ce qui se passait sur scène. Un petit peu comme si les acteurs qui vous jouent quelque chose viennent un peu de temps en temps dans la coulisse vous dire j'espère que j'étais bien, j'espère que j'ai bien joué, que c'était intéressant, ou bien donc une sorte de débriefing un peu permanent pour rendre crédible ce qui se passait sur scène. Ça, c'était un des motifs. On s'est dit il faut qu'on ait de temps en temps ça. De même qu'on avait l'attente avant de passer sur scène. Certains témoins, on les voit un peu avant pour qu'on puisse comprendre d'où ils viennent. En l'occurrence avec Keith, donc le courtier, l'homme aux dreadlocks. Il fallait qu'on sache qui il est pour qu'on se dise, en sachant ces informations de son passé, ça rendait son témoignage d'autant plus fort ou intéressant. Donc ça, c'était le motif de la coulisse du procès. Et puis après, il y en avait un autre qui était d'aller vraiment chez les gens pour, au fond, découvrir encore une autre, presque déplier encore un autre aspect des personnages. En l'occurrence avec la famille dont on nous dit dans le procès qu'ils vont perdre leur maison. On s'est dit il faut aller jusque-là, c'est-à-dire jusqu'au moment où la maison est vendue et puis qu'il y a cette idée presque qu'ils vont la quitter, qu'ils vont aller, on ne sait pas où ils vont aller, etc. Donc c'était de prolonger une phrase qui était dite dans le procès, d'aller jusqu'au bout avec eux montrer les images les images de ça. Ouais. Il y a aussi cette séquence chez cette vieille dame qui est dans le jury. On la voit autour de la table avec son mari, discuter du procès, etc. Ça, tu donnes des indications, comment ça se passe ? Non, c'était là encore une fois, comme je savais que c'était quelqu'un qui... c'est aujourd'hui, je pense, qu'est le vote Trump. Enfin, elle fait partie du Tea Party, donc, qui est une républicaine fervente. C'était pour moi important de voir aussi où elle habitait, d'avoir quelques indications sur elle, de comprendre d'où elle venait, de comprendre que c'était pour eux aussi une manière de travailler. Ils reparlaient de ce procès le soir. Enfin bon, c'était une manière de rentrer un peu dans la vie de chacun, avec Josh aussi, d'être surpris. Il a des enfants, donc sa fille lui pose des questions, etc. C'est mis en scène, c'est-à-dire que c'est vrai que, par exemple, chez Josh, je me souviens, sa fille avait envie de lui poser des questions, elle était un peu intimidée. Je disais, mais vas-y, pose-lui les questions, toutes les questions que tu as envie de poser à ton papa, maintenant c'est l'heure de le faire. Donc voilà, c'était un peu une manière de déclencher les scènes, mais c'est des conversations qu'ils avaient le soir par ailleurs, quoi. Peut-être qu'on peut vous laisser un peu la parole. J'imagine que c'est un film qui questionne beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques, des impressions ? Ah là, je vous vois. Ah non, mais je vais reprendre la question, tout le monde a entendu. Comment a été choisi l'avocat des banques ? C'est la question centrale, importante, parce que, évidemment, c'est ce qui manquait, en fait. Avoir Josh, c'est le vrai avocat de la ville de Cleveland. Avoir les témoins, c'est les vrais témoins. Avoir le jury, etc., c'était relativement facile. Mais effectivement, il fallait un méchant. Et donc, c'est quelqu'un qui est arrivé, en fait, par le dernier témoin, qui s'appelle Peter Wallison. Donc, c'est celui qui était sous Reagan, qui a été un des pères de la dérégulation bancaire, donc qui a permis, en fait, aux banques donc c'est la politique derrière donc c'est lui qui m'avait parlé de cet avocat, qui font partie d'un même cercle, un même think tank, très 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 à droite aux États-Unis, et donc il avait été l'avocat dans plusieurs affaires, et donc c'est comme ça qu'il vient, et donc il fallait lui trouver un statut, il fallait trouver une manière d'indiquer au public, aux spectateurs, ce statut particulier qu'il a, et c'est comme ça qu'il a dit, mais je le dis, il faut que tu trouves une manière de dire qui tu es, et de dévoiler aussi le fait que tu n'es pas l'avocat des vraies banques, mais tu es hired gun, c'était un mercenaire, quoi. Et au fond, c'est un peu le mercenaire qui vient permettre l'histoire.
Et je pense qu'il a pris un certain plaisir à être le méchant. Et, il n'est pas beaucoup à forcer sa nature. Mais et voilà, c'est comme ça qu'il est arrivé dans l'histoire. Oui. Au début de l'été, je découvrais votre cinéma avec l'opéra. Et en sortant, il me venait que c'était un film d'une finesse extraordinaire concernant son arrière-plan, sa texture même politique. Et je trouve que ce film-là, Cleveland contre Wall Street, alors de manière un peu plus explicite que l'opéra, livre effectivement une réflexion politique qui me paraît sacrément intéressante, y compris dans ce lieu-là d'école de commerce, où la leçon de cinéma se double d'une leçon politique, alors entendue, comme le disait Madame Markovitch, pédagogique, hein, pas donneur de leçons et encore moins militant à tout prix. Et au fond, ça me faisait penser à quelque chose, puisqu'aussi bien ça s'étaye de cette affaire de maison, d'achat de maison, de ce qu'est idée comme ça, j'extrapole sans doute un peu la leçon de cinéma elle-même pour aller un tout petit peu sur le terrain de la leçon politique, de ce qu'a été, de ce qui est en train, de ce qu'a été et de ce qui continue et de ce qui s'accentue, du passage de ce qu'on a appelé le capitalisme industriel au capitalisme financier. Et sur un point très précis, une maison. On est à Clermont-Ferrand. La famille Michelin, l'entreprise Michelin plutôt, le capitalisme familial industriel Michelin a construit des maisons. Comme les Charbonnages de France ont construit des maisons pour loger leurs ouvriers, en quelque sorte, mettre en application, faire en sorte qu'on protège la force de travail des ouvriers pour l'accumulation et la constitution du capital. Là, le capitalisme financier se fout pas mal du devenir des humains. Seul compte effectivement le développement du capital, enfin des banques, etc. Et comme Madame Markovitch, vous m'avez permis effectivement de comprendre un peu mieux ce que ça a été cette affaire des subprimes. Alors au fond, c'est chez vous une idée comme ça de dire implicitement un certain nombre de réflexions concernant le politique, en particulier sur cette question de l'évolution du capitalisme. Je serais tenté de répondre oui. non, mais non. En fait, tout le truc, c'est de ne pas essayer de faire une démo. Enfin, il y avait un peu une idée. En fait, comme je disais, dans un procès, il y a quand même un processus de dévoilement. Donc, effectivement, c'est probablement un film qui, petit à petit, c'est vrai que je me disais, j'aimerais bien. Enfin, comme souvent, j'essaie de comprendre quelque chose. J'essaie un peu de faire partager, de ne pas parler du point de vue de celui qui a compris, mais d'essayer de refaire le parcours de refaire le parcours pour d'autres, qui était le parcours de comprendre quelque chose, d'arriver dans un endroit. Et ça me fait penser juste à une petite phrase de quelqu'un dont tu parleras peut-être cet après-midi, qui s'appelle Nicolas Philibert, qui est un très grand documentariste français. Je l'ai rencontré une fois, c'est très récemment d'ailleurs, et il me disait, moi j'essaie d'en savoir le moins possible pour que, et ça m'a bien intéressé cette phrase-là, j'essaie d'en savoir le moins possible pour que j'ai tout à découvrir encore. Donc c'est vrai que c'est bien d'avoir compris quelque chose, mais c'est bien aussi de
d'avoir envie de le transmettre, en fait, de ne pas en savoir trop non plus, pour pas parler de point de vue de celui qui sait tout et qui donc donne une leçon, mais celui qui refait le parcours pour d'autres, quoi. Donc la dimension pédagogique, pour moi, c'est pas du tout, je le prends pas du tout de façon négative. C'est probablement lié au fait que j'ai découvert les films documentaires avec mon grand-père, qui est quelqu'un qui était un paysan, qui avait quitté l'école à 9 ans et qui savait à peine lire et écrire, et qui était très curieux par contre, et il y avait quelque chose qui s'appelait en Suisse, peut-être ça existe aussi ici, qui s'appelait Découverte du monde. Et c'était un programme de film le mercredi après-midi. Donc lui qui travaillait toute l'année, il prenait 2 heures le mercredi après-midi pour aller voir des films qui se passaient, je sais pas, dans des trucs, dans des endroits du monde absolument improbables. Et il avait sa carte, et pour rien au monde, il aurait raté connaissance du monde. Et c'était avec des conférenciers qui parlaient à côté de leurs films, habillés un peu comme dans Les Deschiens, enfin des gens comme ça, un peu, des fois c'était un peu ringard, mais et donc moi j'étais tous les mercredis avec lui, et donc c'est des films assez pédagogiques. Donc j'étais probablement un peu marqué par l'idée que le cinéma documentaire, il y a une idée qu'on va apprendre, on apprend un peu quelque chose, quoi. Et je ne sais pas si ça répond complètement à votre question, mais il y avait effectivement l'idée de comprendre en fait un processus de transformation, effectivement, de dire quand on dit le monde s'est financiarisé, bon, c'est un peu abstrait, c'est quelque chose qu'on a entendu 10 fois à la radio ou à la télévision, dans des émissions économiques, mais on ne sait pas très bien qu'est-ce que ça veut dire concrètement, et qu'est-ce qui fait que dans les années 50, une crise immobilière à Cleveland ou à Clermont-Ferrand ou en Suisse, où il y a eu des bulles, des cycles, des crises immobilières, mais qui étaient circonscrites en fait à une région, qui pouvaient dévaster éventuellement une région. Qu'est-ce qui fait que ça se retrouve dans les comptes d'une banque en Corée, en Suisse, en France, et que tous, en Suisse par exemple, la banque UBS qui était impliquée dans la crise des subprimes, on a payé, je sais plus, 60 milliards de dollars de francs suisses pour la sauver, et qu'elle ne coule pas parce qu'ils avaient pris de ces prêts qui étaient toxiques et qui leur a rapporté plein d'argent pendant un moment, mais quand ça s'est effondré, c'est le public qui a payé, quoi. Donc ce mécanisme-là, c'est très concret en fait. Donc c'est de dire, bon, ben, comment est-ce qu'on peut le montrer, comment est-ce qu'on peut l'expliquer, le comprendre, etc. J'espère que j'ai répondu à votre question. En fait, c'est partir de quelque chose de très abstrait et trouver une incarnation à ça, pour après pouvoir dérouler un film. C'est ça, ouais. Non, c'est vrai. Et puis surtout, souvent, en fait, je me rends compte à chaque fois, je fais des films. Dans l'opéra, c'était plus facile, mais je fais des films où en fait, c'est un peu infilmable, quoi. C'est un peu un truc, c'est soit sur une notion, sur une idée, comment on fait pour quand même arriver à montrer. C'est pour ça que c'était très important. D'avoir la photo, par exemple, que Josh montre une photo qui est une preuve, qui est un témoignage, qui est des évidences, un peu comme on dirait des preuves, quoi. Hein, dans un film de procès, il y aurait des traces, enfin des armes du crime, ou je sais pas. Et d'ailleurs, tu utilises des photos au début du film. Exactement. Non, c'était une manière de dire. Voilà, tout à fait. C'était une manière de dire. Par chance, il y avait un photographe, un bon photographe américain. Qui a gagné plein de prix d'ailleurs avec ce reportage qu'il a fait à Cleveland, notamment cette photo où on voit le flic rentrer pointant son arme. Il y avait une idée, un truc complètement fou, de se dire, il fait comme dans cette maison vide, on rentre avec une arme, et bon, il y avait un truc. Donc c'est une photo qui a servi en fait, qui a fait la une de plein de journaux, pour tout à coup, justement, enfin, il y avait une sorte d'image de cette idée très abstraite de subprime. Tout à coup, c'était un flic qui rentre dans une maison vide. C'est devenu une sorte d'icône. Donc c'était important de la montrer aussi. Voilà. Oui, c'est justement la question que je voulais. Je suis du côté du même monsieur là. D'accord, oui. Avec une question un peu plus courte peut-être. En fait, non, je voulais. On parie. J'étais étonné de voir en fait que le policier qui fait partie de cette brigade d'expulsion rentre comme ça dans une maison en étant armé et tout, comme il s'agissait de déloger des terroristes. Ils agissent vraiment comme ça en fait pour expulser les gens.
En Parce fait, après Oui. il enchaîne avec une dame de 86 ans. C'était justement dans cette maison de cette dame ou pas forcément? alors, non, je pense que la photo, il n'y a pas de lien il n'y a pas de lien entre la photo et le témoignage. Mais c'est vrai, et peut-être qu'on ne le comprend pas complètement, mais on peut le deviner. En fait, dans beaucoup de... quand Keith il dit « je viens de East Cleveland », c'est des endroits où il y a des enfants de 13-14 ans qui n'ont jamais vu un blanc. C'est des véritables ghettos où on ne va pas parce que il y a pour plein de raisons. J'entends pour des raisons parce que d'abord c'est dangereux, c'est vraiment dangereux. Moi j'avais un bodyguard qui était un mec qui connaissait très très bien cette région, qui était lui-même qui avait fait quelques années de prison et qui était très 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 bien connu à East Cleveland, donc qui me permettait d'y aller sans que ce soit trop dangereux et qui pouvait éventuellement... Mais simplement, c'est parce que c'est dangereux, quoi. Il y a souvent... c'est une ville qui est dévastée par le crack, voilà, donc simplement, c'est juste... Souvent, ces maisons servent de lieu de deal ou de crack house. Donc c'est juste dangereux parce que tout le monde est armé et qu'il faut rentrer. Oui, il faut voir s'il n'y a personne dedans, s'il n'y a pas quelqu'un qui va vous tirer dessus, etc. Quand justement la jeune fille dont je parlais tout à l'heure, je suis allé 3 fois chez elle. 2 fois dans sa rue, il y a des gens qui ont été tués sous ses fenêtres. Voilà, c'est une ville où il y a un taux de criminalité qui est énorme et qui n'a fait qu'augmenter en fait avec la disparition évidemment de tout un tissu. Il y avait, les premiers qu'ils n'ont pas payé à Cleveland, c'est les policiers et les assistants sociaux. Puis après les assistants sociaux, il y a les profs. Puis après les profs, hein. Ça va très très vite quand il n'y a plus de ressources en fait. Quand il y a 400 000 personnes qui partent, vous imaginez ce que ça veut dire en impôts, enfin en impôts locaux, etc., qui disparaissent. Donc du jour au lendemain, et d'ailleurs c'est un vrai problème aux États-Unis. Il y a les infrastructures, les routes, enfin les trains, les bus, enfin, tout ça c'est compliqué parce que il y a, dans plein de villes il y a eu des, enfin, c'est très concret après. Voilà, donc ça vous explique pourquoi ce que. Alors, est-ce qu'il y a une autre question? Oui, je voulais revenir sur la méthode de tournage et notamment sur le passage de la... Je suis là. Ah oui. Sur le passage de la vente aux enchères. Comment est-ce qu'on met sa caméra devant le père et les enfants dans la voiture à ce moment-là, quoi? Parce que je trouve que c'est un peu différent des autres processus de mise en scène. Là, il y a un moment que vous ne pouviez pas maîtriser. Donc, comment est-ce qu'on fait pour mettre sa caméra devant eux? Alors, il y a vraiment... Je pense que c'est un film vraiment... Et puis on le verra peut-être un peu toute la journée. Je pense que c'est un film qui mêle plein de choses très très différentes. Il y a des choses, par exemple... il y a des choses qu'on peut jamais refaire parce que elles se passent une fois et on sait qu'au fond, dans ce moment-là, il s'est joué quelque chose d'absolument essentiel qu'on retrouvera jamais et qui, et c'était beaucoup ce qui se passait dans les interrogatoires et contre-interrogatoires. Des fois, j'ai fait arrêter en disant mais j'ai pas compris, la réponse est trop longue, c'est un peu embrouillé, essayez d'être plus simple, posez encore une question pour qu'on puisse bien comprendre ce qui s'est passé, etc. Donc souvent là, j'intervenais pour une question simplement de compréhension que chacun puisse bien être compris et que ce soit clair, etc. Donc, dans ce sens-là, j'intervenais pas pour leur dire tiens, inventez ces trucs-là, inventez cette réplique-là, ou faites des choses comme ci ou comme ça, mais je mettais les gens en condition pour, par exemple, avec le policier, qui m'avait déjà raconté 3 fois cette histoire, et je savais que c'était quelque chose qui le touchait très profondément, et donc juste avant qu'il témoigne, je lui ai dit, écoute, voilà, si tu sens que tu es de nouveau ému comme tu l'avais été ému, vraiment, sens-toi libre, n'aie pas peur en tout cas de ça, parce que c'est important que si tu as envie de toucher le jury, que tu transmettes une émotion. Donc évidemment, il est très conditionné par ce que je lui dis, et c'est pas du tout, comment dire, un acteur fait ci, joue cette émotion-là, mais essaye de retrouver l'émotion que j'avais déjà entendue. Ça, c'est des choses qu'on refait. Pour répondre à votre question dans la voiture, c'est vraiment un truc où il faut mettre en place la caméra. C'est compliqué dans une voiture, il faut que ce soit stable. On met 10 minutes, 20 minutes, une demi-heure à installer le pied, puis on pose la caméra, puis on attend la bonne lumière. Et au fond, j'ai simplement dit, soyez un moment, si on est après la vente aux enchères, donc
on est on est après ce moment-là, et je savais qu'il s'était pas parlé, donc j'ai dit comment ça s'était passé. Bon, c'est pas parlé, on est rentré à la maison, c'était un peu triste. Donc simplement, je donne l'indication en disant, ben voilà, essayez de retrouver ce moment-là, comment ça s'est passé. Et chacun, au fond, performe quelque chose, performe une idée qui va transmettre quelque chose. Tout le monde sait qu'il est filmé à ce moment-là, donc tout le monde a la conscience qu'il est en train de faire quelque chose pour vous, pour le public, pour quelqu'un qui est derrière la caméra. Et c'était le cas vraiment aussi dans le procès. C'est-à-dire, personne n'a oublié qu'il était filmé. C'est impossible. Personne n'oublie jamais qu'il y a une caméra qui le filme. Il y a un micro qui était là. Il y avait 3 perchman. Il y avait enfin bon, c'était quand même un dispositif autour des témoignages qui était très impressionnant pour eux. Mais il se trouve que le juge, c'est un vrai juge, que les questions qu'on leur pose, c'est des vraies questions, que les réponses qu'ils donnent, c'est des vraies réponses. Donc, ils sont dans l'idée de performance, mais de performer quelque chose le plus authentique possible. Et le travail, c'est d'essayer de les amener à ce que cette authenticité, elle soit pas feinte, qu'on la sente pas, qu'on sente pas la performance, mais qu'il y ait quand même cette notion-là. Donc dans la voiture, c'est vraiment, c'est pas que j'étais sur le moment, le vrai moment, etc. C'est d'essayer de retrouver quelque chose qui s'est passé. Et puis il y a des interviews qui sont des interviews qu'on fait. Voilà, il y a plein de techniques, enfin, il y a plein de choses qui sont faites d'une manière complètement différente. Alors, une autre question. Bonjour. Bonjour. Je vais poser une question en parfaite néophyte et qui sera peut-être très simple, mais je me dois de la poser quand même. Est-ce que c'est compliqué de rester objectif sur ce genre de scène où on prend parti, enfin, où vous avez vous-même dit qu'on amenait le public à prendre parti, quand par exemple la dame elle vous dit il faut changer la fin et que vous dites bah non, ça s'est passé comme ça, on refait pas de prise. Non, c'est une très bonne question parce que il y a un mot que vous avez dit, c'est la question de l'objectivité. Donc, en fait, l'objectivité, c'est un mot compliqué en fait dans ce. Mais je vois ce que vous voulez dire. Vous voulez dire comment ne pas complètement prendre parti, ne pas être complètement d'un côté, pas être complètement de l'autre. C'est peut-être ça que vous voulez dire. En fait, moi, j'étais évidemment, je pense que le film est très clair qu'on est du côté des victimes, c'est-à-dire on est du côté de la ville, on est avec Josh, nos émotions, tout le film il est construit au fond avec les familles, avec Barbara, avec Josh, on est de leur côté émotionnellement, mais on a au fond une sorte de plaisir de spectateur à ce que le méchant vienne évidemment sur le chemin du héros lui poser toutes sortes de problèmes. Et plus le méchant il est intéressant, retors, compliqué, qui pose des bonnes questions, qui met le héros en difficulté, plus on a un plaisir de spectateur. Donc j'étais très très intéressé que le méchant soit super, qu'il soit le mieux possible. Je le flattais énormément. Je lui disais ah bah, aujourd'hui c'était super, vraiment. Alors là c'était bien, etc., etc. Donc c'était une manière de garder au fond, mais je le faisais avec une intention précise, c'est que plus le héros a des difficultés, comme dans tous les films, plus on est avec lui, plus on s'identifie au fond à son but, qui est d'obtenir réparation, même si c'était symbolique, au fond, même si on sait que c'est purement symbolique, que les banques elles vont jamais faire un chèque à la fin du film en disant bah oui, désolé, Josh Cohen, vous avez gagné ce procès, maintenant on va vous faire un chèque de 500 millions pour les familles qui ont dû partir. Donc évidemment, le film il est construit avec Josh, mais j'essaye jusqu'au bout. Et d'ailleurs, j'ai trouvé beaucoup plus intéressant que la ville perde au fond, même si, mais comme raconteur d'histoire, je trouvais que ça posait beaucoup plus de questions parce qu'au fond, un film, ça console toujours un peu quelque chose. Ça a à voir avec notre, voilà, c'est dans notre rapport au cinéma, mais plutôt aux histoires en général. Hein, dans tous les films de Walt Disney, ça commence toujours par un manque.
Hein, il y a toujours un père qui est mort, une mère qui est absente, une biche qui se fait tuer. Enfin, il y a enfin, c'est horrible. Les débuts des films de Walt Disney, c'est toujours quelque chose. Il y a un papa, une maman qui est morte. Enfin, c'est terrible. Mais tout le processus du film, ça va être de réparer. En fait, comment est-ce qu'on va se consoler? Et donc, il y a un truc le cinéma, ça nous console de quelque chose. Donc, dans le processus du film de Cleveland contre Wall Street, il y a quelque chose qui va nous consoler au fond de cette injustice qu'on ressent de plus en plus comme une injustice, etc. Mais comme ce n'est pas le vrai procès, je pense que si la fin avait été autre, c'est-à-dire où ce procès de cinéma venait au fond réparer quelque chose, je ne suis pas sûr qu'on en ressortirait avec un sentiment complètement... Je ne suis pas sûr que vous ne diriez pas, est-ce que vous n'avez pas été un peu pas objectif au fond? Est-ce qu'au fond, est-ce que c'est pas un peu faux tout ça? Parce qu'au fond, est-ce qu'on ne sait pas que l'injustice, elle est plus forte que la justice? Est-ce qu'au fond, on ne sait pas que c'est quand même pas au fond toujours les méchants qui gagnent dans ce genre d'histoire? Et donc, comme c'est un documentaire, je pense on aurait trouvé la fin un peu suspecte. On aurait suspecté que j'ai pas influencé le jury pour qu'il gagne, etc. Et bon, c'est vraiment ce qui s'est passé, même si j'avais flairé que je savais qu'il fallait qu'ils aient plus de 5 voix, donc je savais qu'il y en avait 3 qui étaient assez opposés, assez républicains, assez du côté du camp de la dame voilà, qui compte les voix à la fin. Donc ça m'a intéressé quand même qu'ils perdent pour ces raisons-là, pour que, au fond, que jusqu'au bout, on reste avec un sentiment qui soit cohérent par rapport au processus. J'espère que j'ai bien répondu à votre question. Mais peut-être cet après-midi, on parlera un petit peu de ces questions d'objectivité ou de subjectivité. Je pense que dans votre idée, c'est de dire qu'au fond, on puisse jusqu'au bout balancer, jusqu'au bout, on se pose des questions, jusqu'au bout, on s'interroge. Et que si tout est donné d'emblée, peut-être qu'on n'a pas ce même envie d'en savoir plus, ce même voilà, de comprendre, etc. Donc si j'avais tout de suite dit, bon, bah alors, voilà, je vais vous expliquer, donc ils ont perdu, donc voilà, etc. Maintenant, donc c'était de maintenir aussi la tension jusqu'au bout, donc voilà. Alors, pour respecter le bon déroulement de cette journée, on va s'arrêter là. On se retrouve à 14h précise pour la leçon de cinéma. À tout à l'heure. Merci.